va s'installer tranquillement et reprendre cet après-midi le rythme intensif des tables rondes. Donc, comme promis, une autre table ronde exploratoire, inspirationnelle, qui s'intitule Biomarqueurs digitaux, Integrated Care et médecine personnalisée, la nouvelle réalité des thérapies. Donc voilà, c'est une table ronde qui va être animée de manière prospective par le grand Stéphane Tollander. Et je vous invite donc à rejoindre la scène et commencer cette table ronde. Bien, bon après-midi à tous. J'espère que vous êtes reposés et prêts pour cette table ronde, effectivement, qu'on va essayer de rendre la plus intéressante et la plus prospective possible, avec un très beau panel qui nous accompagne aujourd'hui. Donc, moi, je suis Stéphane Tollander, je suis le co-coordinateur de la commission santé numérique chez France Biotech et entrepreneur en santé numérique depuis quelques années maintenant, et aujourd'hui cofondateur d'Agora Health, qui est un startup studio dédié à la santé numérique et aux dispositifs médicaux numériques. Et donc on a avec nous aujourd'hui Camille Madelon, qui est de chez Capgemini Invent, Noémie Parker de chez Ocla, Laurent Vincent de chez Domo Health et Stéphane Mouchabak, psychiatre de la PHP. Donc je propose que chacun des intervenants présente quand même rapidement son activité avant d'entrer dans le vif du sujet, quand je vous donnerai la parole. Simplement pour rappeler aujourd'hui, donc on est sur la question des biomarqueurs digitaux à DTX France. Donc on va quand même centrer nos discussions sur l'enjeu de la centracité autour du patient. Quel type de données on peut générer avec le patient, avec les dispositifs qui l'entourent, et comment est-ce qu'on exploite ensuite ces données dans le soin courant et vers une médecine de plus en plus personnalisée, de plus en plus prédictive. Camille, chez Capgemini Invent, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous faites et surtout le travail que tu as mené avec tes équipes en termes de panorama de ce qui se fait dans les biomarqueurs? Très bien, donc vous avez vu mon patron tout à l'heure, Étienne Grasse. Donc moi je suis vice-présidente chez Capgemini Invent, qui est la partie conseil en fait de Capgemini. Et donc on accompagne nos clients qui, sur la partie life science et les laboratoires pharmaceutiques et les sociétés de medtech, dans leur transformation digitale, et en particulier, donc on se focalise aujourd'hui sur la transformation apportée par les biomarqueurs digitaux, par la santé connectée, à la fois côté essais cliniques, donc j'en parlerai un petit peu plus, et également côté transformation des nouveaux modèles de soins et des modèles d'engagement en fait, des patients et des professionnels de santé. Merci beaucoup Camille. Et est-ce qu'il y a des exemples de données et de génération de données en particulier que tu as pu voir ces dernières années? Alors peut-être que je peux revenir sur la définition des biomarqueurs digitaux, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup et il y a pas mal de définitions différentes. Alors si on regarde un biomarqueur, c'est un biomarqueur, tout le monde connaît, c'est une signature biologique d'un état de santé. Et le biomarqueur digital, c'est aujourd'hui, quand on regarde la transformation, à la fois l'accès en fait à l'ensemble de la donnée générée par un patient, que ce soit la donnée récupérée par son téléphone ou par l'ensemble des dispositifs médicaux qui existent, ou des dispositifs au sens large. Ça peut être dans une voiture des éléments qui sont connectés au niveau de la lunette avant, ça peut être des tapis de bain, etc. Donc on est dans un monde de plus en plus connecté où on va avoir accès à beaucoup de données. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données et comment on la transforme en biomarqueur digital. Le biomarqueur digital ne devient biomarqueur que quand la collecte de données est transformée avec un algorithme et reliée en fait avec un symptôme d'une maladie.
Voilà, donc en fait, on va s'apercevoir, et pour répondre à ta question, on va s'apercevoir qu'il y a à la fois des biomarqueurs qui vont donner des indications courantes sur les signes vitaux, et ensuite des biomarqueurs digitaux qui vont être propres à chaque maladie. Et toute la complexité, ça va être de les mailler, en fait, de les combiner pour avoir des symptômes, enfin des signaux faibles, et de les utiliser dans différents types de cas d'usage. Ça peut être les cas d'usage de suivi, on en a pas mal parlé sur la télésurveillance. Ça peut être du diagnostic et puis de plus en plus en fait du prédictif. Donc on voit vraiment une typologie en fait des biomarqueurs digitaux qui est en train d'évoluer. Et si vous voulez, j'en parlerai un petit peu plus. Je m'arrête là pour l'instant, mais il y a beaucoup de façons en fait de regarder les biomarqueurs digitaux aujourd'hui. Et peut-être un cas d'usage dans une pathologie particulière qui est la psychiatrie, Stéphane. On a beaucoup parlé entre nous juste avant du phénotypage numérique. Est-ce que tu peux nous dire déjà un peu ce que vous faites vous à Saint-Antoine et aussi qu'est-ce que c'est que le phénotypage numérique? Merci. Déjà, je suis très étonné. Enfin, pour moi, être psychiatre ici, il y a 8 ans, c'était impensable. Ma profession m'aurait brûlé à la sortie en disant « mais qu'est-ce que tu nous fais ?» Donc, je suis très heureux d'être là. Donc, moi, je travaille en tant que psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine et à l'Institut du cerveau. Je dirige une petite équipe spécialisée justement dans tout ce qui est phénotypage numérique et digital. Et on travaille sur 3 gros volets, en fait. Un volet qui est de comprendre comment les cultures de métier acceptent ce style de nouveauté, parce que même si c'est l'outil le plus formidable du monde, une profession comme la mienne, qui est très plurielle, avec beaucoup de types de pratiques, s'oppose assez facilement. Pas parce que c'est un point de vue théorique, mais parce qu'ils ne connaissent pas. Donc on a beaucoup essayé d'évaluer l'acceptabilité de ces outils sur des modèles d'interaction de machines classiques. Et deuxièmement, on développe bien sûr des outils avec du phénotypage et peut-être une donnée intéressante des réseaux de symptômes, qui sont une visualisation qui permet d'appliquer tout ceci à la médecine personnalisée. Mais enfin qu'est-ce que le phénotype numérique? Phénotype, vous savez, c'est l'interaction gène-environnement. C'est ce qu'on observe après cette interaction. Et Dawkins, qui est un grand généticien des comportements et des populations, avait expliqué qu'il existait un phénotype étendu. C'est-à-dire que nos comportements peuvent modifier ou interagir avec l'environnement, un peu comme le castor qui va modifier le cours d'eau parce que son comportement, c'est de construire des petits barrages. Eh bien, on part du postulat, et ça a été développé par Jane en 2015 et dans ma discipline en 2016 par Taurus, qu'avec ces biomarqueurs, on peut dessiner une signature numérique d'une complexité qui est les comportements pathologiques ou non en psychiatrie. Donc le phénotypage numérique qui repose sur du recueil de données passives, c'est-à-dire automatisées, sur lesquelles il n'y a pas d'effort à faire, GPS, accéléromètre, des choses assez standards, ou dites un peu actives, c'est-à-dire qui sont le témoin d'une action d'un sujet sur un écran, par exemple c'est un smartphone, nous permet d'avoir assez d'éléments, qui sont des biomarqueurs quand on va décider qu'ils le sont, pour faire cette signature. Il faut comprendre une chose, c'est que les modèles médicaux classiques en psychiatrie s'appliquent mal. Pourquoi? Quand je suis malade, les symptômes que j'observe sont souvent la cause de ma maladie, sont liés à ma maladie, pardon. Donc si par exemple j'ai une tumeur cérébrale, ce qui est triste, mais je vais avoir mal à la tête, je vais avoir des troubles de l'équilibre et des troubles cognitifs. J'ai beau mettre de l'aspirine ou du paracétamol, ça va réduire les symptômes mais pas guérir la maladie. C'est la chirurgie ou autre qui guérira. En psychiatrie, c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des symptômes, plus la cause, il persiste, et puis des fois, de manière autonome, rien à voir avec les symptômes, puis on ne connaît pas les causes, etc. Donc on est obligé d'avoir des nouveaux modèles, et le phénotypage numérique s'y prête énormément, dans la mesure où il peut représenter certains types de symptômes. Par exemple, si mon actimètre voit que je n'ai pas bougé depuis 12 heures, soit je suis mort, soit je suis très ralenti, apragmatique, avec des troubles motivationnels. Et donc on va pouvoir dessiner une cartographie très individuelle des sujets, et quand on fait correspondre ça à des réseaux symptomatiques, qui ont des chemins, par exemple, si j'ai mal, je dors mal. Si je dors mal, le lendemain, je suis fatigué. Si je suis fatigué, j'ai des troubles cognitifs. Si j'ai des troubles cognitifs, je fais des erreurs. Ces erreurs vont me faire culpabiliser. Ce qui va me rendre triste. Et vous voyez un chemin spécifique d'activation de la maladie. Et là, on tient quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'avec justement ces types de mesures, dont on doit bien sûr mettre les seuils, parce qu'il ne s'agit pas de tout pathologiser, eh bien, nous avons la possibilité, dans cette cartographie symptomatique, de faire de la médecine personnalisée une première fois dans notre vie de psychiatre. Donc c'est pour moi une vraie révolution, et c'est là-dessus qu'on bosse. Merci beaucoup. Donc on voit par l'exemple qu'il y a une vraie utilité à utiliser ces données. Là, on parle de données captées passivement, et c'est ça qui est extraordinaire. J'imagine que chez Ookla, Noémie, vous travaillez aussi sur ce type de sujet, non ?
Non, tout à fait. Donc, nous, chez Ookla, on conçoit et on développe des dispositifs médicaux numériques. Donc, globalement, on fait de la tech, des apps sur vos smartphones, et c'est exactement ce que vous venez de raconter, c'est qu'il y a des données qu'on peut récupérer de manière passive et des données qu'on peut récupérer de manière active. Et aujourd'hui, les données sur smartphone qu'on est capable de récupérer de manière passive, elles sont dingues, elles sont énormes. Effectivement, il y a le gyroscope, il y a le podomètre qui calcule vos pas. Je pense que tout le monde a déjà regardé ses pas. Mais il y a aussi la vitesse à laquelle vous tapez sur votre téléphone, le mouvement de pinch qu'on peut récupérer automatiquement. Enfin, il y a des données de dingue passives. Et quand vous les combinez et que vous demandez aussi aux patients d'être plus actifs, là, vous pouvez calculer des données, on va dire, plus proches de la médecine, donc plus biologiques, et notamment voilà, des données de pronation, supination, donc la capacité du patient à faire ce mouvement-là pour des maladies neurologiques. Donc, en combinant ces données, on est capable c'est vous qui le montrez très bien, de faire de la recherche à très haut niveau. Après, effectivement, le challenge que ça pose, c'est effectivement d'avoir les compétences à la fois techniques pour récupérer ce genre de données et en même temps d'interprétation, donc avec l'implication de bioinformaticiens dont le métier est en train de changer énormément, puisque moi, je suis capable de récupérer énormément de données de vos smartphones, mais alors de les interpréter pour pouvoir effectivement diagnostiquer, ou même pas diagnostiquer, mais ne serait-ce même que prévenir une dépression ou ce genre de chemin pathologique, il y a un monde entre les deux qui est très important. Donc je suis très contente effectivement qu'il y ait des professionnels de santé à la table, parce que comme ça on mélange effectivement les deux mondes. Si ces deux mondes-là ne se parlent pas, c'est sûr qu'on n'arrivera jamais, nous en tout cas, à expliquer ces données. Et en plus de ça, les constructeurs de smartphones, Apple pour le citer, sont en train de sortir des nouveaux projets, des nouveaux capteurs qui vont nous permettre d'avoir encore plus de ces données qui vont pouvoir devenir des biomarqueurs digitaux. Si vous avez vu la dernière keynote d'Apple, le Vision Pro, donc le casque de réalité virtuelle, il va être capable de calculer la vitesse à laquelle vous regardez l'écran, la dilatation des pupilles, enfin, la réalité augmentée sur vos mains, donc la vitesse à laquelle vous faites ce genre de mouvement, enfin voilà, plein effectivement de données, du coup qui ne demandent qu'à être interprétées. Mais le travail d'interprétation est très important. Merci Noémie, c'est fascinant effectivement ce qu'on peut imaginer si on commence à aller vers d'autres devices. On a beaucoup parlé du mobile parce que c'est évidemment le plus répandu, mais j'imagine qu'il y a dans l'environnement du patient des dispositifs qui sont déjà déployés. Alors, merci pour la prospective, mais j'imagine que chez Domo Health, vous travaillez énormément sur l'ensemble des dispositifs qui sont autour du patient. Comment ça se passe ? En fait, on va dire, si on le voit de façon pas très agréable, on va dire que votre environnement est un véritable mouchard. Si on le fait de façon positive, on s'aperçoit aujourd'hui que si on veut monitorer quelqu'un, si on veut accompagner quelqu'un, il faut que ce soit le plus transparent possible, il faut que ce soit le plus discret possible, et c'est ce qui va favoriser l'usage. Donc là-dessus, effectivement, nous, on a un gros enjeu quand on travaille sur des projets. On travaille aujourd'hui sur des projets autour de Parkinson, autour de l'atrophie musculaire spinale. En fait, il va falloir qu'on s'adapte à nos publics. On va s'adapter à nos publics comment ? En faisant en sorte que certains capteurs soient totalement absents, quasiment invisibles, parce qu'en fait, on va oublier la première valeur qu'on doit avoir en tête, c'est qu'un malade, ce qu'il veut, c'est oublier qu'il est malade. Donc, si vous voulez l'accompagner, si vous voulez être présent, il faut faire en sorte que l'information, vous l'ayez, vous l'obteniez avec son smartphone, qui effectivement va capter toute votre vie. Vous allez mettre un capteur de lit qui va aussi donner énormément d'informations sur sa qualité de sommeil. Et je vous rejoins sur le fait que quelqu'un qui a un très bon sommeil et quelqu'un qui est bien monitoré, qui est bien soigné, etc., dès l'instant où on sent
sent qu'il y a une perte d'adhérence au traitement, on va avoir des comportements qui vont changer de façon drastique. Et c'est toutes ces différences de comportement qu'on va essayer de surveiller, soit avec, quand on parle de la fragilité des personnes âgées, avec des capteurs de mouvement qui vont séquencer en fait votre vie, qui vont monitorer un capteur de présence. Il dit « Ah, bah, vous êtes passé ». Nous, avec de l'intelligence artificielle, on a fait en sorte que le capteur dise « Vous êtes en train de passer ». Et le « vous êtes en train de passer », comme tu le disais, on va travailler sur cette logique de dire on va mesurer le temps de passage qui peut varier d'un moment à un autre ou qui peut s'aggraver à un moment ou à un autre. Et tous ces éléments-là, on va les signifier, on va les noter. C'est pas nous qui les interprétons, on va les mettre à disposition d'un professionnel qui, lui, va dire, dans le cadre de l'algorithme qu'on a mis en place sur un programme, il y a une perte d'adhérence, il y a une problématique qui est en train de se faire jour et on va noter tous ces éléments-là pour faire en sorte de favoriser le diagnostic et d'être non pas à un moment dans un cabinet chez un médecin, mais d'être dans la visualisation complète d'une période qui s'est passée et qui est le meilleur indicateur de l'évolution de la personne, puisqu'en fait, on est tous faits avec des hauts et des bas, et il se peut que vous alliez chez le médecin où vous êtes à un haut ou vous êtes à un bas. Nous, notre intérêt, c'est de créer des courbes qui vont dire que la courbe, elle a une tendance, et cette tendance, elle est notable ou elle n'est pas notable. Oui, merci beaucoup Laurent. Donc on imagine bien les quantités astronomiques de données qu'on est en train de générer par les capteurs, la façon dont on est en train de les intégrer avec un objectif médical. Et il y aura le soin, et j'imagine qu'en amont aussi, dans le développement même de thérapie, ces biomarqueurs, toutes ces données, parce que finalement quand on dit biomarqueurs, c'est ça, hein, c'est toute la donnée qu'on capte de façon passive ou de façon active dans l'environnement du patient. Comment ça peut être utilisé déjà dans la recherche ? Alors, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a différents cas d'usage. Donc, un des cas d'usage, c'est pour accélérer en fait la recherche, notamment à partir des phases 2, 3 de la recherche, phase 4 également. Et l'idée, en fait, c'est de faciliter déjà pour le patient le suivi de son protocole et de récupérer un certain nombre d'informations qui vont permettre à la fois de stratifier les patients, de mieux les accompagner, parce qu'on peut faire du coup des essais décentralisés, donc ils n'ont pas forcément besoin de revenir à l'hôpital systématiquement. Et ça va permettre d'accélérer, en fait, ce qu'on dit aussi, le fail fast. Si ça ne fonctionne pas, on le sait plus vite. Mais pour faire ça, ça nécessite un certain nombre d'éléments. Et notamment, il faut que les différents biomarqueurs, parce qu'on va en avoir plusieurs, hein, il faut que ces biomarqueurs, eh bien, ils arrivent et donnent un faisceau de présomption et un faisceau qui est cliniquement validé. Donc il y a un énorme effort avant même ou pendant qu'on fait l'essai clinique, il faut également valider, soit c'est déjà prévalidé, soit les combinaisons doivent être validées au fur et à mesure, qu'il y a vraiment que ce qu'on mesure en termes de données, quelle que soit la donnée qui est récupérée, que cette donnée, elle est cliniquement valable par rapport à une pathologie particulière, à un symptôme particulier. Et cet aspect-là, en fait, ce qu'on voit, c'est que chez nos clients, il y a des sociétés, des laboratoires pharma qui mettent en place quasiment des laboratoires, en fait, de biomarqueurs digitaux pour aller tester en parallèle des petites équipes mobiles qui testent en fait ces dispositifs. Et l'idée, c'est ensuite de créer en fait des troncs communs qui vont permettre d'aller irriguer les différents types d'essais cliniques. Et pour la partie commune, tout ce qui est signes vitaux, par exemple, qui vont être les mêmes. Et ensuite, il va falloir avoir des biomarqueurs digitaux spécifiques pour la maladie. Évidemment, le biomarqueur digital, ça ne sera pas suffisant. Donc, on continue avec des biomarqueurs ou d'autres éléments également. Mais c'est dans cette combinaison, dans cette hybridation qu'il y a énormément de valeur qui aujourd'hui n'est pas encore complètement réalisée. On en est vraiment qu'au début. Et quand on voit l'accélération technologique, je ne sais pas si vous regardez sur les 5 prochaines années ou même les 2 prochaines années, tout ce qui est dans les cartons, alors peut-être qu'avec le financement actuel, il y aura moins de créativité dans toutes ces nouvelles technologies, mais quand on voit, il y a à peu près, rien que sur le marché, plus de 2500
différents types de mesures qui sont potentiellement intégrables dans les essais cliniques. Alors, vous imaginez bien que de l'autre côté, c'est assez complexe pour comprendre quels sont les bons à combiner, comment les combiner, etc. Mais il y a un vrai potentiel aujourd'hui et on n'en est qu'au début. Et avec derrière toute la question de la data, de la plateforme, de l'intégration qui est pas du tout triviale en fait à gérer. Mais la promesse est là et c'est vraiment très intéressant de voir que la plupart des labos pharmaceutiques sont en train de mettre des objectifs d'ailleurs sur le pourcentage des biomarqueurs digitaux qui vont être placés dans leurs différents protocoles à la fois phase 2 et 3. Voilà, donc ça avance. Bon, bah, ça c'est une très bonne nouvelle et on imagine bien qu'avec le déploiement donc, des devices et en particulier des DTX, on attend évidemment avec impatience l'effet sur le soin, la chaîne de soins et l'impact clinique des DTX, mais ce qu'on entend c'est que chemin faisant, on va aussi construire une base de données énorme qui permettra l'avancée de thérapie et jusqu'à la molécule. Donc c'est un système aussi qui n'est pas siloté et qu'il y a un potentiel de développement, je dirais même au-delà même du dispositif médical numérique qui peut impacter toute la chaîne de soins. Sur un cas clinique, Stéphane, est-ce que tu as vu toi dans ta pratique ou est-ce que tu souhaites le déploiement d'un biomarqueur digital en particulier qui pourrait vraiment transformer la vie des patients ou des services? Alors, pour répondre, un en particulier, c'est impossible. Vu la complexité de notre cerveau, c'est un organe comme les autres, mais il est quand même légèrement compliqué. On a besoin de plusieurs biomarqueurs et qui agissent en conjoncture. Mais ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on va, on va créer de la nouveauté au niveau de la recherche. C'est-à-dire qu'avec ces outils-là, on va avoir assez d'éléments pour aller explorer, pour les techniciens sur des algorithmes non supervisés, aller chercher d'autres signatures et peut-être faire émerger des concepts qu'on ne connaissait pas face à cette complexité. Déjà, pour nous, c'est un outil énorme. Le deuxième point, peut-être plus pratique, imaginez que je sois dans mon jardin et que j'ai un barbecue et il brûle trop. J'appelle les pompiers, ils me disent on arrive. Et là, d'un coup, j'entends un bruit, un canadair, il passe, il me balance de l'eau, le barbecue est éteint. Mais tout le village aussi. C'est pas ce que j'ai demandé. Moi, je voulais un mec avec un jet d'eau. Eh bien, probablement pour nous, l'opportunité aussi technique, c'est qu'à partir de ces biomarqueurs, dont on a besoin qu'ils soient assez nombreux pour fixer un seuil de significativité et de cohérence et de vraisemblance dans ce qu'ils vont faire, eh bien, ils vont nous permettre d'aller faire le petit coup de jet d'eau au bon endroit, au bon moment. Il faut savoir aussi quelque chose. Quand vous prenez rendez-vous avec un médecin, certaines disciplines, vous les voyez au mois de janvier, puis ils vous revoient au mois de juin. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Et en psychiatrie, tout se passe entre les deux. Et là, on a la possibilité, avec ces outils, d'avoir des interactions quotidiennes dont on va mesurer le niveau d'envahissement perçu par les gens. Mais sachez que nous, on avait des a priori, des gens qui ont l'impression d'être surveillés, patients souffrant de schizophrénie. Et bien, pas du tout. Pour la plupart, ils sont très ouverts, parce que c'est un outil d'empowerment. Et c'est justement là-dessus où vous avez levé un petit peu le lièvre, c'est qu'on va fournir aux patients aussi de l'information qui va lui permettre de dealer avec le médecin. Pourquoi? Parce que là, tel que vous me voyez, bon, je suis habillé comme ça, mais en vrai, mon cerveau, je suis un mec en slip en fourrure de l'âge de pierre. Je fais des erreurs cognitives dès que je suis un peu pris au niveau de mes croyances, mes émotions. Quelle est mon objectivité? Moi, si vous me demandez comment vous dormez en ce moment, en vrai, c'est 3 nuits, j'ai mal dormi parce que j'ai laissé mes volets ouverts, etc. etc. Et est-ce qu'on va mettre un hypnotique pour autant? Non, si on regarde sur tout le mois, il y a tas d'autres jours où j'ai bien dormi. Et là, on va avoir aussi des éléments de continuité, ces fameuses courbes de tendance de significativité, déjà d'une part pour la prédiction, mais aussi comme information d'interaction qui vient renforcer le pouvoir du patient. Et ce côté bottom-up de la base vers le prescripteur, il est hyper important parce que ce sont eux qui vont faire en partie changer les pratiques. Donc nous, on le voit vraiment comme cet outil qui va nous apporter de l'info, qui va permettre d'évaluer même l'efficacité du traitement. Si vous avez un traitement, vous le savez ou pas très rapidement. Par exemple, sur Twitter, c'est un papier qui a été sorti en 2015, pas de nous, où les patients se déclarant schizophrènes on a vérifié après s'ils étaient bien souffrant de schizophrénie, avec 5 paramètres, c'est-à-dire le nombre d'émoticônes, le nombre de copains, de l'analyse de langage à l'intérieur, c'était de la lématisation, segmentisation classique, eh bien, le seuil de détection des patients vraiment schizophrènes par rapport à ceux qui n'étaient pas, c'était 94%, ce qui est énorme sur 235 sujets. Donc on est capable même de voir ce qu'ils ont et est-ce qu'ils prennent les traitements. Alors là, vous dites bienvenue au nouveau Gattaca, mais
l'idée, c'est qu'on mette, nous, des seuils, et c'est là où on doit travailler vraiment tous ensemble, parce qu'il y a des seuils qui ne nous intéressent pas. Exactement comme en cancérologie, vous êtes capable de dépister aujourd'hui ou détecter des tumeurs à un état tellement primitif, est-ce que notre organisme ne l'aurait pas tout éliminé spontanément? Et est-ce que la tendance comportementale que je vais observer ne se serait pas corrigée aussi spontanément, un petit peu à la Minority Report, vous voyez. Et donc on est vraiment dans tout ce questionnement, mais pour nous on a cette opportunité, on appelle ça Smart EMA, EMI, c'est-à-dire qu'avec ce que vous récoltez comme info, vous êtes capable de donner la bonne intervention et la meilleure. Et là, c'est le champ des opportunités colossales. Oui, parce que vous êtes capable de savoir si vos patients vous mentent aussi. Alors, j'ai une passion, c'est le mentalisme, mais ça ne marche pas toujours avec les patients. De temps en temps, on détecte des trucs. Mais là, effectivement, on a de l'info qui permet aussi d'avoir vraiment un rapport équilibré. Et on avait publié un papier théorique là-dessus, sur justement la correction des biais cognitifs grâce au phénotypage numérique, en sélectionnant des biomarqueurs et des erreurs qu'on fait classiquement en médecine. Et on pense que ça permet de les corriger. Peut-être une anecdote assez rigolote. Il n'y a pas très longtemps, on a aujourd'hui un projet qui démarre sur Parkinson, sur le fait d'accompagner les patients qui sont sous traitement en pompe apomorphique pour vérifier la bonne adéquation du traitement. Et on rencontre une KOL, une spécialiste qui a travaillé sur une étude avec ces pompes, et le rendez-vous commence assez mal, puisqu'en fait elle se sentait un peu imposer un rendez-vous. Et à un moment, on a commencé à discuter, etc. On lui a parlé un peu de ce qu'on mettait en place. Et à un moment, elle s'est arrêtée. Elle a dit, en fait, j'ai fait une étude qui a mis 2 ans avec 150 patients pour vérifier l'adéquation du traitement apomorphique par rapport aux besoins du patient. Et elle me dit, en fait, là, vous êtes en train de m'amener l'outil. C'était un capteur de lit qui, au départ, a été conçu pour faire de la surveillance de l'apnée du sommeil. Et en disant, si je prends le rapport que vous faites, vous êtes en train de répondre à toutes les questions que j'avais dans mon étude, puisqu'en fait, je n'avais que des valeurs qui étaient intuitives de patients qui disaient qu'ils dormaient mieux. Et là, vous êtes en train de me dire qu'avec ce capteur-là, vous êtes capable de me donner l'ensemble des informations dont j'avais besoin. Et en fait, c'est parce que jusqu'à présent, personne avec un capteur de lit n'est allé la voir en disant on a la solution pour monitorer vraiment la qualité de sommeil, qui est un des premiers indicateurs du développement de la maladie de Parkinson. Est-ce que sur le plan clinique, quelqu'un veut ajouter quelque chose avant qu'on avance dans cette table ronde sur d'autres sujets tout aussi importants et tout aussi connexes, mais voilà. Est-ce que Noémie, tu as un exemple peut-être dans la clinique? Non, mais un cas d'usage quand même qu'on voit très très souvent, ça reste quand même la digitalisation des essais cliniques de manière générale. Donc voilà, je parlais la dernière fois du mouvement de pronation, supination. On est capable de récupérer directement les données depuis le téléphone. C'est un exercice qui est très couramment fait avec des neurologues dans le cadre d'essais cliniques sur des maladies neurodégénératives, sclérose en plaques, ou même effectivement des Parkinson. On est capable de récupérer du coup directement des tremblements. Donc pareil pour la digitalisation des essais cliniques. Et ça permet quand même du coup à des patients qui sont parfois souvent en mobilité réduite de pouvoir faire directement ces exercices chez eux et d'enlever une partie des biais qu'on connaît tous. Le parking, il était loin de la salle de consultation. Il y avait des étages à monter, l'ascenseur marchait pas, l'ascenseur marchait. Enfin, voilà, on connaît tous, et du coup effectivement qui permet de voir un peu ça plus sur le long terme et du coup avec plus de data points, et ce qui permet à la fois d'accélérer les essais cliniques et surtout normalement, on espère quand même, de les rendre plus précis. Et j'imagine que là, les cas que tu cites génèrent des quantités de données monstrueuses quand on parle de géolocalisation, quand on parle de données de suivi toute la nuit. Si on dort 8 heures, ça fait pas mal de données. Pareil, si on doit capter toutes les informations de pinch ou de pression sur le téléphone, comment est-ce qu'on gère ces données? Comment est-ce qu'on les structure? Alors, donc il y a plusieurs challenges. Le premier challenge, c'est bien évidemment un challenge on est dépendant de vos téléphones quand même, ou du coup des technologies que vous déployez, mais on va pas avoir la même qualité de données. Il y a plus de Nokia 3310 normalement maintenant sur le marché, mais on va pas avoir la même qualité de données si vous avez un Samsung de première génération que si vous avez le dernier iPhone 15. Donc ça, on est quand même déjà vachement dépendant du device pour structurer la donnée. Après, maintenant, on a quand même des IA génératives dont
un des cas d'usage absolument incroyables, c'est de structurer automatiquement de la donnée très déstructurée de base. Si vous avez fait le test avec ChatGPT, vous lui donnez des PDF, typiquement des PDF de posologie, vous lui donnez des PDF et il vous renvoie des JSON, donc il vous renvoie du code avec, et il va chercher exactement dans le PDF 10 mg de tel médicament, combien de fois par jour, et du coup il est capable de structurer une donnée qui est de base pas du tout structurée. Donc ça pareil, ça enlève une partie du travail qui est hallucinante et qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans la structuration des données. Et bon, le giant challenge, c'est que bien évidemment toutes ces technologies ne nous appartiennent pas, mais appartiennent aux Américains. Donc voilà, on va savoir. Enfin, il y a une question quand même sur la souveraineté des données. Et sur ce sujet-là, Camille, est-ce qu'il y a un vrai sujet? Parce que j'imagine que Capgemini, avec l'échelle internationale que vous avez, est confronté à ce type d'enjeu. Oui, donc on travaille beaucoup sur tout ce qui est plateforme de données, intégration de données, et c'est des sujets qui sont à la fois simples dans leur approche, mais assez complexes dans leur mise en place, parce qu'il faut faire parler des systèmes qui à la base ne se parlent pas, avec donc il y a beaucoup de startups qui proposent aussi des biomarqueurs digitaux, et il y a des systèmes qui sont les systèmes en place, par exemple pour le suivi des essais cliniques. Il va falloir faire parler en fait tout ce monde-là, qui d'un point de vue théorique, c'est simple, mais d'un point de vue pratique, pour ensuite arriver jusqu'aux standards qui sont scientifiquement prouvés et qui ensuite permettent de faire les dossiers de soumission de la bonne façon. Toutes ces étapes, en fait, il faut la travailler avec à la fois du cloud, avec des partenaires qui permettent d'intégrer ces données, et puis de travailler sur l'algorithmie, en fait, parce que chaque biomarqueur va avoir son propre algorithme. Or, on sait, et on l'a vu tout à l'heure, un biomarqueur n'est pas suffisant. Donc, il va falloir en intégrer plusieurs. Comment vous les intégrez? Et donc, toute la logique, ça va être la combinaison des biomarqueurs qui, en soi, demande aussi, en fait, un autre type de validation clinique, de validation scientifique. Voilà, donc il faut passer ces différentes étapes. Alors, ce qui est bien dans les essais cliniques, c'est qu'on n'est pas du tout sur des problématiques de remboursement. Donc ça, c'est pas du tout le problème. Par contre, la valeur scientifique a encore plus de poids. Et il faut une démonstration qui soit vraiment analytique et clinique systématique. Donc ça va être vraiment le défi à relever, et qu'on fait avec la plupart de nos clients sur lesquels on les accompagne sur ces sujets. Laurent, j'imagine que chez Domo Health, puisque cela c'est votre cœur de métier, hein, l'algorithmique à partir des données captées chez le patient, pour le coup avec des enjeux dans la chaîne de soins. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner d'enjeux de développement algorithmique? En fait, on est très interdépendants. Enfin, on est arrivé à un stade où ce qu'on est en train de mettre en œuvre, on ne peut plus le faire seul. Parce qu'en fait, il y a des biomarqueurs qu'on n'a peut-être pas aujourd'hui, il va peut-être falloir aller chercher chez le voisin d'à côté, mais qui ne parlent peut-être pas le même langage que nous. Il va falloir aller travailler avec des établissements, avec des médecins qui ne parlent pas forcément le même langage que nous. On va aller parler avec des usagers qui doivent être quand même au cœur, parce qu'en fait, à un moment, si le système n'est pas utilisé, ça ne sert à rien. Et il va falloir qu'on arrive à parler avec toutes ces étapes de la chaîne, avec des enjeux très très forts d'interopérabilité. Et aujourd'hui, en fait, on est dans un écosystème qui est très ouvert. À la base, nous, la société est suisse, on est à l'EPFL à Lausanne, donc l'école polytechnique. Et c'est vrai que c'est nativement ce que les chercheurs avec lesquels on bosse font. Mais dans un système qui est construit comme est construit le modèle français, ça oblige à revoir pas totalement sa copie, mais à travailler sur d'autres paradigmes. Ça oblige à avoir une construction qui est peut-être beaucoup plus simplifiée au départ pour arriver à passer des choses, mais qui nécessite aujourd'hui une interaction avec un écosystème beaucoup plus large et qui nous oblige à parler, enfin, grosso modo, on peut parler le matin avec Samsung parce qu'on a intégré une montre sur laquelle, à un moment, ils ont décidé entre la 3 et la 5 que le bouton qui était en haut, qui jusqu'à présent nous servait avec un appui long à déclencher la géolocalisation pour un patient, ils ont décidé que dans la version 5, ils ne le faisaient pas. Donc
ça veut dire qu'il faut rentrer en discussion, travailler sur des logiques de dire je veux peser sur la réalisation des choses pour que ça fonctionne, et puis après de dire parce que en fait je travaille sur Parkinson qui a besoin d'une montre qui fait la sécurité, je dois embarquer un certain nombre d'éléments qui vont être remontés, comme vous le disiez tout à l'heure, avec la nécessité de suivre la capacité à faire un certain nombre d'actions sur le smartphone, mais qui soient en lien avec le téléphone, et en fait on ne peut plus agir seul. Et en fait, il faut apprendre à travailler avec les autres. Et ce qui est pas forcément simple, notamment pour des petites startups où en fait, je ne vais pas dire qu'on a tous pensé à un truc dans notre garage quand on était petit, mais en fait, quand c'est des fondateurs, c'est difficile de se dire qu'ils vont lâcher une partie de leur science pour la passer avec un écosystème beaucoup plus complet, mais qui de toute façon, aujourd'hui, est rendu indispensable. Je rebondis juste une seconde sur le cas de Samsung que tu cites. Sur le plan réglementaire, comment ça se passe quand on a développé un dispositif médical, par exemple, numérique, et que tout d'un coup, un des fournisseurs de données change complètement la façon dont on va accéder aux données, peut-être même le format de données. Est-ce que ça a déjà été intégré chez Domo, par exemple, dans les roadmaps réglementaires ? En partie, mais on n'est pas capable de gérer le caractère fou des gens avec lesquels on travaille. Donc après, je vous répondrai bien, et je l'ai vu arriver dans la salle, on a une très très bonne avocate, et donc ça permet de le gérer le mieux possible, mais en fait on a une emprise réglementaire qui est devenue, je vais même presque dire, un peu trop présente, parce qu'en fait on n'a plus le temps d'inventer, il faut passer son temps à réglementer avant d'inventer le truc d'après. Donc ça pose la question de l'acculturation de l'ensemble des acteurs de la chaîne que tu mentionnes, qui ne sont pas forcément que dans la santé et qui ne sont pas forcément acculturés aux enjeux qu'on peut avoir. Et j'imagine que dans ce panorama d'acteurs, Stéphane, vis-à-vis des médecins et des professionnels de santé, les enjeux d'acceptabilité dans le soin et dans la relation aux patients, il y a aussi un certain nombre d'enjeux. Tout à fait. Déjà, c'est la question de comment on évalue, quels sont nos critères et nos process. Moi, en tant que médecin, sont des modèles issus de la santé publique. On fait une étude randomisée, double aveugle, etc. Un truc qui prend beaucoup de temps, qui est très coûteux. Un ingénieur, il a ses process de développement qui sont les siens et d'évaluation qui sont les siens. Un designer aussi. Et un patient, il lui reste quoi, le like ? Et la plupart du temps, eux, sont très paumés. Et comme on dit toujours, un like n'est pas de la science. C'est pourtant là-dessus que les choix vont se faire. Donc déjà, on voit qu'on a une espèce de disparité des moyens d'évaluer. Alors on peut ensemble trouver un langage commun, mais c'est pas évident. Et moi, à titre exemple, j'ai vu quelqu'un de fort sympathique qui arrivait, qui me dit, on fait ça, on était en janvier, et en juin, le truc était vendu. Mais on n'avait pas commencé. Je dis, mais ça va vite habituellement. Je dis, tout à fait, mais en médecine, ça va prendre 5 ans, quoi, cette histoire. Et c'est vrai qu'on a des délais qui... Alors peut-être là, c'est vraiment un message à l'adresse des investisseurs aussi. Être patient, ça ne veut pas dire qu'on va perdre du temps. C'est que souvent, moi j'ai vu des beaux outils se développer, puis à un moment, il fallait sortir quelque chose. Pourquoi ? Parce que les investisseurs attendent. Et donc, qu'est-ce qu'on sort ? On sort une version L-1, -20. Et finalement, toute la valeur ajoutée attendue, on ne l'a pas, on la perd. Et tout le monde est affreusement déçu. Et ça n'aide pas la communauté à accepter et à adopter ces éléments. Et c'est vrai qu'il faut trouver le bon compromis pour fournir un outil qui est prometteur, tout en sachant qu'il n'est pas terminé, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et le temps médical est excessivement long. Quand on voit pour recruter des patients, déjà, c'est des souris transgéniques, ils n'existent nulle part. Par exemple, pour moi, il faudrait un patient souffrant de schizophrénie qui vient au rendez-vous, qui ne fume pas de shit, qui... Mec, je ne sais pas où ils existent, ceux-là. Et enfin, pas tous les patients font ça, mais on a beaucoup, et ils sont tous exclus des études. Donc pour les trouver, on va avoir du mal. Et quand même on les trouve, ils vont sortir d'études rapidement parce que c'est chiant une étude. Et donc on voit vraiment qu'on a des temps différents. Et c'est peut-être là où on a un vrai travail d'harmonisation, mais volontariste, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et moi je le vois pour voir beaucoup de jeunes pousses qui viennent me voir, qui me posent des questions, parce que j'adore, hein, j'aime bien faire ça, mais des fois il y a des visions du temps qui ne sont pas les bonnes, quoi. Et trouvons le bon champ, et là on va cartonner, c'est l'avenir. Camille, j'allais rebondir sur l'harmonisation parce qu'on parlait tout à l'heure de la complexité en fait, des systèmes qui sont plus ou moins liés les uns aux autres et de la capacité à les intégrer. Et c'est vrai que si on avait de plus en plus une harmonisation qui était mise en place, ça serait beaucoup plus facile. Si je prends l'image des Lego, les Lego ils sont harmonisés parce qu'ils se construisent bien, quoi. Et on va avoir besoin de ces briques de Lego pour avancer de plus en plus, notamment pour prendre le pouls de maladies complexes.
Mais il faut qu'il y ait cette harmonisation en amont. Et là, moi, je pose une question à l'ensemble. D'où va venir, de qui va venir cette harmonisation? Comme on dit en anglais, the jury's out. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens, ils vont pas passer leur temps à avoir 3 bagues, 2 montres. Donc ils vont avoir au bout d'un moment un téléphone. Ce téléphone, il fera pas mal de choses, peut-être une montre, peut-être une bague, et ça va être les supports en fait. Et donc il va y avoir une convergence de plus en plus forte entre la medtech et la pharma et puis l'ensemble de l'écosystème. Et à mon avis, ça va être les supports qui vont créer l'harmonisation, parce que de toute façon, il y aura très très peu, à la fin des fins, il y aura très peu de supports que les gens vont continuer à avoir. Donc moi, je regarderais, hypothèse, je regarderais du côté des big tech, en fait, des Apple, des Samsung, etc. C'est eux qui vont progressivement, alors même qu'ils n'appartiennent pas au système de santé à la base, c'est eux qui vont quelque part mettre en place les standards que l'ensemble de l'écosystème va devoir suivre au fil de l'eau. Pardon. Non, mais je pense que d'ailleurs c'est déjà le cas. Enfin, on est tous captifs de son téléphone, de son smartphone. Il y a 3-4 providers de smartphones différents. On fait des essais cliniques dans lesquels on voit qu'il y a 0,5% de gens qui utilisent des Fairphones, du coup des téléphones qui sont bâtis avec des matériaux sustainable. Mais voilà, 90%, on est quand même captifs de ça. Donc oui, c'est eux qui vont l'harmoniser. Et je suis tout à fait d'accord, mais en fait, c'est déjà le cas. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on veut que ça se produise comme ça ou pas? Moi, je suis très, très, très excitée par la sortie de Vision Pro, donc le casque de réalité virtuelle, parce qu'effectivement, ça va générer énormément de données. Le game changer d'un point de vue technologique, c'est qu'on va venir du coup maintenant développer des applicatifs directement dans le casque de réalité virtuelle. Et ça, du coup, c'est un nouveau... Enfin, c'est assez... challengeant. Mais la question, c'est est-ce qu'on veut? Et je pense que là, c'est les régulateurs qui peuvent nous aider, qui peuvent nous éclairer, parce que c'est pas du tout sûr qu'on veuille. Et moi, je suis pas sûre de vouloir effectivement que ce soit effectivement le cas. Et puis on va en venir à l'usage. Enfin, à un moment, il va falloir considérer qu'on a un patient, donc qui est l'utilisateur. Lui, il va pas vouloir forcément changer ses habitudes, et on le comprend. Enfin, on est tous pareils, parce qu'effectivement, on est tous habitués à son smartphone. Il faut que ce qu'on met dessus soit le plus léger possible, parce que la personne n'a pas forcément envie de s'embêter avec ça. Puis en fait, il faut penser aussi à l'autre bout de la chaîne. Moi, j'ai suivi dans une précédente vie beaucoup tout ce qui a été fait sur les programmes étapes. En fait, moi, j'ai jamais compris le truc où en fait, on allait transformer le professionnel de santé en un type qui allait avoir 25 logiciels sur son bureau, parce qu'en fait, il y a une partie de ces patients qui sont polypathologiques, qui sont pas tous au même stade, qui n'avaient pas forcément le même dispositif médical, qui n'étaient pas forcément avec le même opérateur, etc. Et à un moment, on se dit, mais comment ça fonctionne? Donc, c'est quoi l'harmonisation? C'est quoi les drivers principaux? Parce qu'en fait, ce médecin, il avait peut-être 25 patients qui avaient 10 applis différentes, mais au final, les drivers pour faire en sorte d'accompagner ces patients pour qu'ils aillent mieux, c'était la nutrition, l'activité physique et le sommeil. Et en fait, vous avez un patient qui a 3 applis, vous faites quoi? Vous lui faites 3 discours sur le sommeil, 3 discours sur la nutrition et 3 discours sur l'activité physique. Enfin, il y a un moment, ça n'a pas de sens, et c'est juste comment la technologie, elle est capable d'être unifiée pour apporter une réponse commune sur un enjeu qui est l'enjeu qui est celui de l'individu que vous avez en face de vous, qui doit être pris en charge dans sa globalité et non pas par tronçon ou par appli ou par tous ces systèmes-là. Et l'interopérabilité, effectivement, qui est un enjeu, qui est le mot qu'on n'ose plus prononcer dans ce type de conférence. Ce que j'entends, c'est consolidation, partenariat, finalement, le mot a été employé et réemployé, mais de remettre le patient au centre et d'essayer de construire autour de ça plutôt que l'inverse. Mais c'est le challenge monstrueux qui nous attend, parce que de fait, les plateformes du numérique ont réussi, avec plus ou moins d'effet ou à tort et à raison, mais à capter l'utilisateur. Comment est-ce qu'on sera capable de développer des solutions où on capte
le patient et on est capable de façon transversale d'aller chercher des marqueurs, biomarqueurs, marqueurs actifs, je dirais, de déclaration ou des marqueurs passifs liés à l'ensemble de ces dispositifs. Est-ce que vous voyez, peut-être chacun, peut-être en un mot, un autre enjeu qu'on n'aurait pas cité pour le développement des biomarqueurs digitaux et une médecine plus personnalisée? Je propose qu'on fasse dans ce sens-là, si ça vous plaît. Il faut que je pense à 1000 à l'heure. Oula. C'est un challenge terrible. Non, moi je reviens vraiment sur le terme interopérabilité. C'est peut-être ce mot-là. Je suis médecin, moi, avant tout, donc je reçois les informations. Si je ne peux pas les utiliser, ça ne sert à rien et je ne les utiliserai pas. C'est-à-dire, on peut faire le plus bel outil du monde, des trucs qui me transportent sur Mars. Si ce n'est pas utile, je ne le ferai pas. Et comment c'est utile la plupart du temps si c'est interopérable? Bien sûr, évaluer, mais moi, vraiment, comment j'utilise ces données, moi et le patient. Moi, je reviendrai sur le patient. Je pense que le patient, c'est finalement le cœur du système. On a tendance à l'oublier. Une petite anecdote, j'ai passé quelques années en Suède et j'étais à une conférence où il y avait la reine de Suède qui était là. Et donc, il y a les personnes de la conférence qui disaient avec grande envie, nous avons remis le patient au cœur du système. Et la reine, qui était assez directe, elle dit, mais il y avait quoi avant ? Donc je pense que c'est important de se dire, voilà, c'est le cœur et le biomarqueur digital, quelque part, c'est la signature d'un état de santé du patient. Ça lui appartient, c'est sa santé, et c'est remettre le patient aussi, le réengager par rapport à sa santé, et ça c'est très important. Et ça ne repartira pas en arrière. Une fois que l'usage sera passé sur chaque individu, il n'y a aucune raison que ça reparte. Donc il y aura un effet cliqué très très fort. Il y a déjà un effet cliqué pour ceux qui l'utilisent. Moi, je dirais qu'effectivement, tout ça, ça s'accompagne bien évidemment de changements. Et du coup, il faut accompagner au changement, que ce soit les professionnels de santé, les patients. Même si aujourd'hui, on utilise tous des smartphones, en fait, il y a aussi un côté très non inclusif à toutes ces nouvelles technologies. Et en fait, on n'y arrivera pas si on n'inclut pas. Et du coup, si on n'accompagne pas au changement toutes les personnes qui sont quand même en marge de la technologie. Et comme en plus on est dans le médical, on traite aussi énormément de patients qui réussissent pas, qui savent pas, qui ont du mal à utiliser ces nouvelles technologies. Donc vraiment accompagner les patients, ça a été dit aussi ce matin, les patients, les professionnels de santé et les industriels, pour du coup être sûr que ce qu'on fait, ça serve, puisque c'est quand même un moment l'enjeu de tous les industriels. Je suis sur la même logique et je finirai peut-être par une anecdote. Il y a quelques années, un gros appel à projet sur un département montagnard, sur une marketplace des seniors, etc. Et arrive la ministre de la Santé en disant en fait, on va révolutionner le truc, on va mettre des tablettes à tout le monde. Je ne ferai pas de pub pour la marque, etc. Et à un moment, je la regarde, elle me dit, vous n'avez pas l'air convaincu. Je lui dis, écoutez, en fait, si vous effectivement vous mettez de la technologie imposée, non seulement le modèle économique va complètement exploser, et je lui dis en fait, je vais vous expliquer quand même ce qu'est la réalité aujourd'hui. Quand vous cherchez le plus petit dénominateur commun avec tous vos interlocuteurs, vous prenez le patient, c'était le téléphone, et vous preniez à l'époque, il n'y a pas si loin que ça, pour le médecin, c'était le fax. Donc à un moment, ok, la technologie c'est bien, mais comment est-ce qu'on fait pour effectivement qu'elle rentre dans les mœurs? Comment est-ce qu'on fait pour qu'elle soit légère et qu'elle soit appropriée par le plus grand nombre? Parce qu'en fait, il y a aussi un enjeu de ne laisser personne au bord de la route. Donc la combinaison du low-tech et du très high-tech pour le soin. Et évidemment, j'entends le cri sur l'accompagnement au changement et la transformation à la fois de la culture pour les usages. Je vous remercie tous les quatre. Je pense que ça a été fascinant et ravi d'en discuter avec la salle tout à l'heure. Merci.
Peut-être il y a peut-être une question dans la salle avant de vous lever. Non? Bon, bah merci. On va accueillir sur scène et se connecter aussi avec Corinne Collignon de la HAS pour cette deuxième table ronde de l'après-midi. Sur la question, c'est est-ce que les digital therapeutics doivent être évalués différemment? Donc on va rebondir sur les discussions de ce matin aussi. Et donc j'accueille Anouk Trancard du SNITEM, Sarah Zohar de l'INRIA, Étienne Lepoutre de Butterfly Bliss. Et je crois que Corinne doit être en duplex avec nous, en visio. Donc la régie va me dire si c'est bon. Eh bien Corinne est là. Bonjour Corinne. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend parfaitement, merci. Donc dans la salle, vous avez une bonne représentation de l'écosystème du numérique santé que vous connaissez parfaitement. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde importante qui est pas mal attendue par rapport aux discussions qu'on a pu avoir ce matin sur effectivement l'évaluation des thérapies numériques. Évaluation clinique, économique, organisationnelle, data, etc. Donc on va revenir dans tous ces détails. Peut-être pour revenir un peu sur ce qui s'est dit ce matin, Corinne, et pour ceux qui n'étaient pas là, effectivement, il y a une attente importante sur l'accès au marché de ces nouvelles thérapies, sur notamment les aspects transformation de l'essai, on va dire comment arriver au bout du remboursement. Le remboursement étant aujourd'hui considéré comme le facteur clé de succès de l'adoption et de la prescription par les patients et les professionnels de santé, et bien évidemment aussi la question de l'harmonisation, de la transposabilité d'un pays à l'autre avec des échelles ou des organisations qui peuvent être différentes. Donc on a pas mal d'attentes et de demandes sur cette table ronde, et puis l'idée, voilà, c'est de débattre sur ces critères qui sont à intégrer demain pour un meilleur accès au marché. Donc on a avec nous aujourd'hui Corinne Collignon, qui a été intervenue l'année dernière sur la première table ronde autour des TX et de l'accès au marché. Et on se rappelle avec Corinne qu'on attendait au mois de juillet l'année dernière des annonces qu'on a finalement eues entre-temps. Donc on pourra les commenter. Corinne, vous êtes chef de service mission numérique santé à la HAS. On a Anouk Trancard, directrice de l'accès au marché au SNITEM, qui passe toutes ses journées sur ces questions aussi, j'imagine. Avec Corinne, entre autres. On a Sarah Zohar, chercheuse, Head of Project Team INRIA, INSERM, ECA, INRIA, c'est ça? Université de Paris-Cité aussi. Et enfin, Étienne Lepoutre, CEO de Bliss DTX. Et Étienne aussi est un expert de l'accès au marché et des données de santé, puisque Étienne, tu as passé un certain nombre d'années chez Acuvia, où tu t'occupais de dossiers d'évaluation. Voilà. Pour commencer, on a toujours ces questions sémantiques. C'est toujours bien de les repréciser. Et la première question que je voulais poser peut-être à Corinne, c'est finalement comment vous définissez une thérapie numérique par rapport à tout ce qui peut exister aujourd'hui. C'est toujours important de reclarifier effectivement cette définition parce qu'on a parfois quelques incertitudes. Tout d'abord, je suis absolument désolée de ne pas être parmi vous, mais je vais essayer de faire mon mieux pour participer et qu'il y ait une interactivité lors de cette table ronde. Je ne suis pas certaine d'avoir la réponse à votre question, Franck, mais on a des premiers éléments en thérapie numérique. Il y a la thérapie qui est numérique. Et du coup, en France, le législateur pour le remboursement, puisque c'est les voies qui ont été tracées, définit la thérapie numérique déjà comme un logiciel. Donc c'est, à mon sens, donc je n'ai pas ambition de faire une définition universelle, mais à mon sens, c'est une technologie dont la fonction principale, ou une des fonctions principales, est portée par la fonction logicielle. Après, ça n'empêche pas d'avoir d'autres fonctions associées, mais pour moi, dans la thérapie numérique, voilà, il y a la notion que la fonction principale est assurée par la fonction logicielle. Les voies de remboursement conditionnent du coup l'utilisateur un peu, puisque pour être éligible à la LPPR, il faut que ce soit le patient qui utilise lui-même la technologie, donc ça donne déjà une première approche.
Et puis pour l'autre volet qui est télésurveillance médicale, il y a un volet d'utilisation qui est assuré par les professionnels. Donc le volet thérapie numérique, pour moi, se concentre sur ce qui a une fonction principale assurée par le logiciel, utilisé par le patient. Et alors après, il y a cette notion de thérapeutique qu'on peut interpréter au sens propre. C'est-à-dire est-ce que la technologie a par elle-même une thérapie. Je sais que d'autres, en fait, considèrent que dès lors que c'est utilisé dans une prise en charge, on peut englober ça dans la finalité thérapeutique. Et donc, tout ce qui est à la fonction par exemple, d'autosurveillance par le patient, voire de prévention, pourrait rentrer dans ce cap-là. On est au tout début de la mise en place des textes de remboursement dans le contexte français. Et je pense que les premiers sujets vont nous permettre de mieux délimiter et savoir quel est le périmètre d'évaluation. Une chose est sûre, c'est que la CNEDIMS, dès lors qu'elle reçoit un dossier et que ce dossier il est considéré comme recevable par le ministère, nous, HAS, on l'instruit. Donc voilà, quelques éléments pour apporter réponse à cette première question. Je ne sais pas si ça fait réagir. Voilà. Merci, on va commenter bien évidemment avec les autres intervenants. La question en fait aussi que je voulais poser comme inaugurale, c'est aujourd'hui quel regard on porte sur la prise en charge actuelle des techniques. On en est au tout début, on a bien compris. Qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement? Les dossiers arrivent à nous Cosnitem. Étienne peut aussi raconter sa vie aujourd'hui. Donc peut-être d'avoir un premier retour d'expérience aujourd'hui sur cette accélération. On n'a pas beaucoup de DTX. On a un cas ce matin qui a été exposé, le cas de Deprexis, qui a été pas mal discuté. Quel constat vous pouvez faire aujourd'hui finalement de cet accès au marché et du progrès qu'il peut y avoir autour? Bonjour à tous, je vais peut-être commencer. C'est compliqué de répondre à l'entièreté de la question. Moi, déjà, je rejoins complètement ce qu'a dit Corinne. Je ne suis pas persuadée qu'on parle tous de la même chose quand on parle de DTX, quand on parle de DM numérique, quand on parle de télésurveillance. Et il y a des sémantiques en fonction du champ réglementaire. Le champ réglementaire, c'est peut-être le truc le plus cadré. Un dispositif médical numérique au sens de la réglementation européenne, du marquage CE, c'est très cadré. Et puis ensuite, il y a effectivement le champ sémantique en vue d'une prise en charge. Et c'est là que ça se complique. C'est-à-dire qu'en France, vous avez des voies d'accès au marché, et on parle de DM numérique, qui vont être très différentes quand on parle d'un dispositif médical numérique à usage individuel. Donc ça, c'est le champ de la liste des produits et prestations remboursables, une première voie d'accès. Vous avez tous les dispositifs médico-numériques de type équipement. Vous avez des briques digitales qui arrivent à des fins diagnostiques, une brique d'intelligence artificielle qui va accompagner un professionnel de santé sur du diagnostic au sein des structures hospitalières ou des structures de soins. Là, on n'est plus dans l'usage individuel, donc on ne rentre pas dans cette case-là. Donc c'est une autre voie d'accès via des actes. Et pour l'entreprise, pour celui qui développe cette technologie, une autre voie d'accès. Et puis vous avez le champ de la télésurveillance avec encore des textes. Mais vous voyez là, je dirais le saucissonnage, excusez-moi l'expression, mais le saucissonnage de ces dispositifs médicaux numériques, il est lié aux voies d'accès au marché aujourd'hui. Donc il faut d'abord déterminer où vous allez être pris en charge et définir les voies d'accès. Donc ça, c'est vrai que ça rend compliqué un peu le process pour les entreprises, mais c'est la réalité. Juste de manière plus générale, en réalité, ce qu'on voit sur les DM numériques, c'est depuis un certain nombre d'années ce qu'on porte dans le dispositif médical. C'est-à-dire que les cycles de vie sont même pas courts, ils sont ultra court, donc on est vraiment sur une accélération de toutes ces versions. Donc comment on gère la question de l'accès au marché et du financement à côté. Et puis les données en vie réelle, elles vont être clés pour évaluer ces dispositifs. Donc comment on gère ça avec ces DM numériques? Ça ne fait en fait qu'exacerber tous les sujets qu'on a sur l'accès au marché des dispositifs médicaux de manière générale. Mais là, si on ne trouve pas des solutions, en réalité, on va passer à côté de l'intégration de tous ces dispositifs médicaux numériques dans le système. Et une autre spécificité, on en a déjà parlé, au-delà de tout ce qu'on connaît sur les problématiques de financement, d'évaluation, des spécificités, on en reviendra, c'est que ces DM, ils récupèrent de la data.
Et ça, c'est une spécificité. Qu'est-ce qu'on fait de cette donnée et comment on automatise en fait la construction de l'évaluation. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les cycles de vie sont ultra rapides, mais d'un côté, on récupère de la donnée. Donc comment on arrive à rendre plus agile le système évaluation-financement au vu de cette spécificité. Et puis une autre spécificité, alors là, qui est la question de la sécurité, de l'interopérabilité. Donc ça, dans l'évaluation, vous avez un marquage CE, vous avez une évaluation au vu d'une prise en charge, et au milieu, la clé qui est en train de se construire dans tous les pays, c'est comment on rend tous ces systèmes, tous ces dispositifs médicaux sécurisés pour le patient et interopérables. Et ça aussi, c'est un nouveau champ d'évaluation qui est vraiment spécifique aux dispositifs médicaux numériques. Donc tout ça rend effectivement le sujet bien complexe pour les entreprises, avec des critères, on en parlera j'espère, voilà, des critères d'évaluation qu'il faut repenser. On va revenir sur les critères après, mais peut-être le retour du fabricant, l'expérience. Non mais c'est top, merci pour cette introduction. Si avec ça vous n'êtes pas rassuré sur le fait que faire accéder un dispositif médical qualifié DTX au marché, ça va être plus qu'un sacerdoce, vous n'avez pas compris quoi. Moi, je me suis amusé, j'ai préparé mon CV pour me présenter aux autorités en tant que DTX pour voir si ça marchait avec le système. Parce que je me suis dit que j'ai vu des gens qui avaient préparé leur intervention ce matin, je me suis dit je vais faire pareil. Le DTX, c'est une équivalence clinique ou une supériorité clinique, mais surtout, c'est un impact organisationnel. La doctrine est toute fraîche. On n'est pas encore trop clair sur comment ça marche. Et d'ailleurs, l'impact organisationnel, ce n'est pas l'évaluation médico-éco, parce que ce n'est pas au même endroit. Et donc, du coup, à la fin, ça devient un petit peu compliqué. C'est pas grave, c'était que le premier point. C'est une supériorité environnementale. On remplace des médicaments par de l'électronique. On améliore un certain nombre de choses d'un point de vue écologique. Comment on prend en compte ces éléments dans l'évaluation? Tout ça, c'est pas très grave. Le DTX peut améliorer la clinique, mais l'accès à ceux qui n'ont pas accès. Autrement dit, des dépenses qu'on n'avait pas prévues. Ce qu'on a dit ce matin, c'est des super arguments, sauf d'un point de vue évaluation, c'est qu'on va dépenser plus d'argent parce que ceux qui n'avaient pas accès à des trucs avant, maintenant ils vont y avoir accès, il va falloir les payer. Donc c'est un vrai sujet d'évaluation aussi. On a parlé de prévention. La prévention, c'est un des sujets historiques de l'évaluation, qui est un des vrais problèmes. Comment on organise l'évaluation de la prévention et la prise en charge des économies qu'on fait de manière pluriannuelle grâce à un certain nombre de technologies. Encore une fois, le DTX se distingue par sa capacité à foutre le doigt là où ça fait mal en termes d'évaluation. Le DTX a un cycle de vie court, on ne va pas revenir là-dessus, vous l'avez très bien dit. Le DTX, c'est un truc hybride, on en a reparlé ce matin. Donc ça veut dire que saucissonnage, j'aime bien le mot. Donc en gros, quand je suis un DTX, en fait, je suis plusieurs pièces de saucisson et je dois trouver chacun des éléments pour mettre mes pièces de saucisson. C'est génial, mais en fait, on ne va pas y arriver. Et au final, ce qu'on dit en plus, c'est que le gold standard pour tout ça, parce que c'est quand même très nouveau, ça devrait être la RCT, l'étude randomisée multicentrique. Et ce que disait Fabrice Denis ce matin, c'est qu'en fait, avec le problème du délai, on va être obligé de passer à la vie réelle. Donc ça veut dire qu'à la fin, on est un peu face à un truc insoluble. On est face à un truc insoluble et en même temps, on n'a jamais eu autant de volonté de la part des entreprises et des industriels comme nous de faire émerger ces thérapies, parce que si on fait ce métier-là, c'est qu'on est convaincu qu'on peut apporter énormément au système de santé, aux patients, aux médecins, et que tous ces impacts ils sont positifs pour tout le monde. Et on n'a jamais eu autant de volonté gouvernementale de les faire émerger, de les soutenir. Et la BPI fait tomber des seaux d'argent sur l'industrie en général et sur la santé en particulier. Il y a juste un endroit où en fait il faudrait peut-être en mettre, et c'est mon premier appel. Si vous avez un petit peu de sous là-haut encore, dépensez-en sur les autorités de santé qui évaluent. Parce qu'à ce stade, si j'ai bien compris, le problème du délai d'accès, du staffing de ces autorités et de la gestion de cette complexité qu'on est en train de faire émerger, le LEM et le SNITEM, si vous m'entendez, le SNITEM est là, le LEM est peut-être là, ces problèmes qu'on a dit sur l'évaluation pluriannuelle, c'est pas qu'un problème de DTX, c'est aussi un problème de médicaments. Et en fait, on est juste avec le DTX en train de mettre le doigt sur un certain nombre de choses qui sont utiles pour l'ensemble du système de santé. Et c'est des problèmes qu'on a historiquement dans le DM et dans le médicament. Et donc, je pense que collectivement, on a un intérêt à ce que l'évaluation, elle évolue. Et certes, c'est le DTX qui met le doigt dessus parce que nous, on a cette particularité. Mais en réalité, ça rendrait un grand service à tout le monde qu'on investisse sur notre système d'évaluation, qu'on le staff, qu'on lui donne les moyens. Parce qu'en réalité, pour un médicament, un grand industriel, ou c'est pareil pour le dispositif médical, c'est pas grave de perdre 3 à 6 mois. Pour nous, c'est la mort assurée, c'est la trésorerie qui en a plus. D'accord ? Et donc, en fait, nous, notre message, c'est assez simple, c'est si on pouvait s'assurer qu'on respecte les délais, qu'on prend le temps, et surtout, je l'ai entendu dire par Isabelle Adno lors de la conférence qu'elle a faite il y a 1 semaine et demie, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est qu'il
les autorités, et la HAS en particulier, sont très humbles par rapport à cette situation. Et nous aussi, on l'est. Parce qu'en fait, ce qu'on a comme challenge à faire, à relever, c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de critères et beaucoup de choses qui ne sont pas encore pavées, de décrets, de choses comme ça. Et donc, collectivement, ce qu'il faut, c'est qu'on soit humble. Le seul moyen de faire émerger nos thérapies et de les donner aux patients, c'est de se donner les moyens de les évaluer, de traiter l'ensemble de ces sujets. Et j'insiste, mais s'il y a un seul message pour moi, c'est aider les évaluateurs à évoluer dans l'évaluation en leur donnant les moyens. Merci Étienne. Une réaction de Sarah? Quand on parle d'évaluation, on parle de design, d'études, d'essais cliniques. Et la question de fond, c'est est-ce qu'on peut continuer à évaluer comme on évaluait un médicament? Parce qu'un médicament, ça n'évolue pas dans le temps. On peut l'associer à un autre médicament, on peut le donner à une fréquence différente, mais dans l'absolu, la formule chimique, elle reste la même. Le souci dans tout ce qui est dispositif médical numérique, c'est que c'est des objets qui, par essence, vont évoluer dans le temps. Et l'évaluation qu'on a fait à un moment T, elle ne sera peut-être pas la même pour l'objet qui a évolué au moment T+1. Donc, on va travailler sur des modèles d'extrapolation pour pouvoir dire, bon, on ne va pas refaire un essai clinique à chaque fois, parce que ça coûte cher, c'est compliqué, ça prend du temps. Et à ce moment-là, il faut travailler sur de la modélisation. Donc, on a deux façons de travailler. C'est travailler sur les designs d'essais cliniques pour ces objets-là. Parce qu'on peut faire du randomisé, hein, ce n'est pas un problème, parce que ça, c'est que de la méthodologie, mais il faut que derrière les critères d'évaluation, ça veut dire les endpoints, comme on a vu tout à l'heure, les biomarqueurs digitaux, etc., tout ça soit pris en compte. La façon comment va interagir le système face à ces objets, que ce soit en médecine de ville ou en hôpital ou le patient, ça aussi, c'est des critères secondaires qu'on doit apprendre à construire, qui sont différents du médicament. Donc, il faut essayer aussi de réfléchir quelles sont les méthodologies dont nous avons besoin aujourd'hui pour faire une validation clinique pertinente. Pour ça, il y a eu des moyens donnés par l'État. Il y a des gros projets de recherche qui démarrent là en septembre là-dessus. Il y a aussi tout ce qu'on parle aujourd'hui, les essais cliniques à la maison. Il y a des gros projets européens là-dessus. C'est quelque part ces objets, hein, comme la télésurveillance, etc., c'est les patients qui vont quelque part interagir avec ces objets-là. Et on va récupérer des données répétées, mais nombreuses et de façon exponentielle, ce qu'on n'avait pas dans les essais cliniques classiques du médicament. Donc il va falloir trouver des nouveaux modèles, des nouvelles façons de travailler là-dessus. Donc je pense que l'idée, ce n'est pas de dire on doit évaluer différemment, mais on doit adapter l'évaluation à ces nouveaux critères de jugement, à ces nouvelles façons d'utiliser ces outils, et aussi s'adapter au fait que derrière, il y a des patients ou des professionnels de santé qui vont les utiliser et comment interagir avec eux de façon intelligente. Merci Sarah. Est-ce que Corinne voulait rajouter un commentaire par rapport à ce qui a été dit sur cette évaluation? Je ne peux qu'approuver effectivement tout ce qui a été dit. Vous le savez depuis plusieurs années, du coup, c'est des axes qu'on essaie de travailler. On le sait également, il y a des données qui nécessitent qui ne peuvent être collectées qu'une fois la technologie diffusée. Je pense notamment à l'impact organisationnel, et la CNIMS a dit haut et fort qu'elle était prête à le prendre en compte, et pour le numérique, c'est maintenant inscrit dans les textes. Donc on sait qu'il y a un vrai enjeu de démonstration de l'intérêt sur ces volets-là, avec probablement de nouvelles méthodes et de la modélisation sur laquelle s'appuyer. Il y a une réalité, hein, c'est que les critères sont réglementaires, et la CNIMS ne peut pas s'appuyer que sur des promesses. Donc moi, j'incite les futurs demandeurs et les demandeurs à construire leur plan de développement pour exprimer en fait ce qu'ils sont en mesure de démontrer maintenant, et ce qu'ils seront en mesure de démontrer et de construire pour le deuxième round d'évaluation. Il y a un vrai enjeu, et donc c'est le point que j'ajouterais sur le jalonnement des évaluations. Je parle pas vraiment de pari pour toutes les technologies, mais une sorte quand même de pari mesuré, en expliquant à la commission ce que vous serez en mesure d'apporter pour ce qui n'est pas démontrable lors du premier round d'évaluation. C'est un enjeu fort. Il y a les leviers d'études post-inscription dans les différentes process qui existent. Maintenant, on a la prise en charge anticipée pour les dispositifs médicaux numériques qui permet d'avoir un premier accès au remboursement, pour ensuite confirmer la preuve, que ce soit via une inscription LPPR ou sur la liste des activités de télésurveillance médicale. Donc voilà, jalonnement de la preuve, adaptation des méthodes, c'est sûr, et il y a un vrai levier qui est l'accès aux données via les technologies numériques. Après, la masse de données fait qu'il faut savoir l'exploiter et la structurer, et structurer son exploitation, et ça va venir, et les industriels vont s'y préparer. Mais
voilà, il y a un tournant à prendre sur les méthodes et l'acculturation de ces nouveaux textes et nouveaux process de remboursement, c'est certain. Juste un point, vous avez complètement raison et je pense qu'on doit le dire, même s'il y a des vrais sujets de lisibilité, de visibilité du système et d'accès au marché, la France est en avance sur ces critères et sur la construction de ces nouveaux impacts. Parce qu'il y a encore certains pays qui sont très focalisés sur les questions purement cliniques, de morbimortalité, et qui n'ont pas déjà intégré tous ces nouveaux critères d'impact organisationnel, parce que c'est ça dont on parle. Hein. CDM numérique, ils ajoutent de l'intelligence dans l'organisation de soins. Donc si on attend de CDM numérique des critères, je dirais, historiques de morbimortalité, on va passer à côté d'un certain nombre de technologies. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on attend de CDM numérique et quelle typologie de valeur. Et là-dessus, la France, et notamment la CNEDIMS, la Haute Autorité de Santé, a évolué avec des guides, on en parlait. Alors c'est le début, on va apprendre en marchant, mais à minima, on a quand même un certain nombre d'éléments. Un autre point, la question d'évaluation et de remboursement, on parle souvent du remboursement de droit commun, mais en fait l'évaluation, elle est partout. Elle est en vue d'un achat au sein des structures hospitalières, comment un acheteur hospitalier ou même dans une structure de soins, elle s'y retrouve avec toutes ces solutions. C'est quoi les critères? Comment elle évalue? Parce que l'évaluation, elle se fait localement aussi. Donc la prise en charge, j'ai envie de dire, l'option aussi de se dire que la Haute Autorité de Santé, déjà, elle n'évalue pas tout parce qu'elle n'a pas de capacité à faire, hein, ça on pourra en discuter, et il y a de l'évaluation qui se fait au niveau local. Donc comment on organise cet écosystème avec des évaluations nationales et des passages en droit commun avec des voies dérogatoires, et comment on organise aussi des évaluations locales de ces dispositifs médicaux numériques au cœur des utilisateurs, des patients, des professionnels de santé, pour pouvoir faire émerger des solutions et puis ensuite les prendre en charge de manière nationale. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à organiser, au-delà des critères, parce que je pense que ça, on avance, mais comment le système peut arriver à être plus fluide sur de l'évaluation. Tu voulais rajouter un commentaire, Étienne? Oui, je crois que ce qu'on vient de dire. Alors, moi, je voudrais juste qu'on prévienne l'idée qu'on parle uniquement d'inscription en LPPR pour un remboursement. L'évaluation, on l'a dit ce matin, c'est d'abord le premier critère d'adoption par les médecins. Donc moi, si je fais une bonne évaluation, les médecins, ils me croient. Si je fais une mauvaise évaluation, ils ne me croient pas et je ne vends pas mon produit. Donc, avec tout le respect que j'ai pour la HAS et pour les autorités et pour les gens qui font du market access, l'évaluation, mon premier objectif, c'est de convaincre d'abord mes premiers prescripteurs qui sont les médecins. Et je pense que si les médecins prescrivent et me soutiennent, ensuite, j'aurai moins de mal à la HAS. Donc mon premier objectif de l'évaluation, c'est d'abord de convaincre ceux qui l'utilisent au quotidien. Et aujourd'hui, le sujet de l'évaluation en tant que tel, il ne se limite pas effectivement aux essais cliniques. Le sujet, c'est la capacité à le faire sur le terrain, la capacité à le faire à grande échelle, la capacité à mettre en place des études en virale ou des études cliniques qui sont ensuite en fait d'époque, qui nous permettent du coup de faire la réalité, ce que disait Madame Collignon, qui est de créer les fameuses données dont on a besoin pour l'impact organisationnel. Donc à la fin, on est sur une étude qui va générer un usage, qui elle-même va permettre de finir le développement du produit, ou en tout cas de le confirmer, et en plus d'alimenter l'étude. Donc on voit bien qu'en réalité, on n'est plus sur un dialogue avec une autorité censeur qui évalue et qui donne une note. On est dans un dialogue avec une autorité avec laquelle on doit co-construire un plan d'études cliniques qui aboutit certes à une évaluation par la haute autorité pour les questions de remboursement, mais qui contribue aussi à développer le produit et à faire que les médecins s'en saisissent et qu'on convainc le système de santé. Et moi, je pense que le virage qui est derrière ce sujet d'évaluation, et c'est pour ça que j'appelle de mes voeux qu'on n'ait plus de personnes encore dans les autorités, c'est que c'est fini pour moi, et peut-être que je suis un peu trop rêveur, mais je pense que c'est fini l'ère du censeur. C'est-à-dire que cette autorité, soit on collabore avec elle et on co-construit, et on fait des rencontres précoces, et on construit les bonnes études, et on y va, et on fera émerger ces technologies, soit on se met dans un mode de je présente ma copie pour passer mon bac, et j'ai ma note, et à la fin, on ne va jamais sortir avec les DTX. On a parlé de Deprexis ce matin. S'il n'y avait pas plus de co-construction et pas plus de travail ensemble, on ne va pas y arriver. Ça n'empêche pas la question des DTX qui sont évalués, remboursés dans d'autres pays et qui vont se présenter avec des choses déjà bien construites pour lesquelles comment je vais rentrer, m'adapter aux critères locaux, quoi. Donc ça fait partie aussi des travaux d'harmonisation et de socle commun dont on a parlé pendant la préparation. Peut-être juste revenir avant que Sarah commente. Ce matin, effectivement, le côté organisationnel, il est apparu très important dans la discussion. C'est-à-dire qu'effectivement, la valeur clinique, elle peut être moins disante
sur certaines DTX, mais pas négative. Par contre, elle peut apporter une valeur considérable sur la partie organisationnelle, par diminution du nombre de points de contact du patient, par une meilleure navigation aussi dans le système de soins, comme disait Étienne Grin ce matin. Donc finalement, est-ce que les valeurs ou des critères peuvent se compléter ou s'évaluer plutôt dans la globalité, mais pas forcément en séquence, parce qu'on parle d'abord du clinique, puis après de l'organisationnel qui est en cours de réflexion, peut-être demain avec la valeur déjà des data générés dont on a parlé. Donc finalement, comment on arrive à mieux exploiter ces critères apportés par ces thérapies qui sont sans aucune commune mesure avec le médicament? Revoyons comment on évalue le médicament. Il y a toujours des critères de jugement principal. Le principal d'habitude, c'est l'efficacité, via un critère mesurable, hein, que ce soit clinique ou autre chose. Et derrière, il y a plein de critères secondaires. Et un qui est assez marquant, c'est la qualité de vie, où il y a des questionnaires. Donc là, on pourrait imaginer que nous, on travaille avec des critères secondaires différents, mais attachés à l'usage du dispositif médical numérique. Ça veut dire des interactions à l'intérieur d'un service hospitalier, des interactions par rapport à comment est utilisé et comment sont perçues les notifications, que ce soit via email, téléphone, etc. Donc c'est à nous de réinventer ces nouveaux critères. C'est à nous d'aller valider ces critères aussi, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quel critère. Et à ce moment-là, quand on construit notre étude clinique, on a le critère principal qui est toujours celui, comme on sait, à viser client final, patient. Et après, tous les critères secondaires qui permettent d'évaluer, entre autres, d'autres critères cliniques possibles, la litharcie, l'acceptabilité, la réorganisation, etc. Et quand on a fait une bonne étude et tous ces critères-là sont dedans, on peut se dire, mon étude, je vais exploiter au maximum les données que je vais collecter. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Et on ne peut plus continuer à se dire, je vais faire comme si je faisais du médicament et je vais prendre des critères secondaires comme si c'était du médicament. Non, on est dans du numérique, il y a des critères secondaires spécifiques et qui sont liés à l'usage du numérique en général, comme on a dit. Je voulais aussi dire, ce qui est important au niveau européen, c'est travailler ensemble. Et au niveau européen, comme tu viens de me le dire, il y a une task force européenne à laquelle participe l'HAS, Bifarm, d'autres autorités HTA européens, que ce soit au Luxembourg, en Finlande. On ne les a pas tous, mais on a une majorité. Et là, on travaille en fait pour comprendre déjà l'un l'autre qu'est-ce qu'on attend. Parce qu'avant d'harmoniser, il faut qu'on comprenne les critères de chaque pays. Et on voit bien que nos systèmes de santé ne sont pas pareils. Le remboursement, des fois, chez nous, c'est fait par la solidarité. Dans d'autres pays, ce sont des systèmes d'assurance privée, etc. Donc forcément qu'ils n'ont pas les mêmes points de vue et les dossiers qu'on monte ne sont pas exactement les mêmes en termes de ce qu'on apporte. Et c'est là qu'on essaye de faire. On essaye de se dire comment on peut trouver des points communs et travailler là-dessus pour pouvoir harmoniser et avoir aussi un discours au niveau européen, au niveau des patients, ou des industriels qui comprennent pourquoi il y a un pays où ils ont accès par remboursement et d'autres pays qui n'ont pas accès. C'est pas parce que il y a des pays qui sont plus laxistes que d'autres. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'on n'a pas les mêmes façons de voir et la même façon d'évaluer. Et c'est ça, sur ça qu'on doit travailler. Ce qui est le cas de la DTX dont on a parlé longuement ce matin, hein, avec des remboursements dans d'autres pays ou des avis favorables dans notre pays et puis pas en France. Mais la question va se poser aussi pour ces DTX allemandes, belges qui sont parmi nous aujourd'hui et qui sont dans les starting blocks de la PECAN et qui viennent avec des études cliniques. J'avais posé la question à Isabelle Hanot à Dauphine, Étienne était là, et la question c'est finalement, elle m'a dit oui, il faut regarder les outputs cliniques, mais on va aussi regarder si c'est pas trop éloigné de notre organisation. Donc on retrouve finalement ces discussions, ça retourne en boucle, c'est qu'on peut avoir des essais cliniques à peu près cohérents d'un pays à l'autre avec des populations de patients acceptées par l'ensemble des pays. Par contre, on va se retrouver après avec ces mêmes questions. On n'aura jamais l'organisation allemande, jamais l'organisation belge. Comment on va faire finalement pour harmoniser et avoir un socle commun là-dessus, l'effet d'échelle étant tellement stratégique pour les DTX, comment on va faire, quoi? Oui, juste un petit point sur cette harmonisation d'un point de vue d'une entreprise, bien évidemment, quand tous les critères sont harmonisés, au moins les règles du jeu sont claires et quand vous êtes sur des plans de développement, eh bien, vous pouvez harmoniser la manière dont vous allez construire de la preuve en vue d'un usage, d'une adoption dans un pays et puis d'un remboursement.
C'est ce qui est fait dans le médicament, dans les dispositifs médicaux implantables notamment, avec des critères. Et c'est la première réflexion. Quand on parle de données cliniques ou de paramètres biologiques, c'est des choses qui sont assez facilement extrapolables d'un pays à un autre, et donc avec une harmonisation sur l'évaluation qui est clé en réalité, parce que ça va faciliter les choses et ça va accélérer l'accès au marché. Quand il s'agit d'impact organisationnel, et vous l'avez très bien dit, on parle d'un existant, d'une organisation donnée sur une organisation d'un patient, et puis vous allez ajouter une nouvelle technologie numérique qui va bouleverser l'organisation du soin, qui va améliorer ce parcours du patient, mais par rapport à un existant. Si cet existant, en termes d'organisationnel, il est extrêmement différent d'un pays à un autre, eh ben, j'ai envie de dire, c'est normal qu'au niveau local, les évaluateurs regardent un petit peu l'organisation actuelle du pays et se disent, bah là, pour mon organisation, au vu de la manière dont sont traités et le parcours du patient que j'ai identifié, il y a un vrai intérêt. Et peut-être que sur une autre technologie, il n'y aura pas d'intérêt dans un autre pays parce que l'organisation initiale est déjà optimisée ou il y a d'autres solutions. Et ça, c'est vraiment la difficulté de l'harmonisation quand on parle des impacts organisationnels et des dispositifs médicaux numériques. Alors, juste un dernier point. Déjà, sur le volet d'harmonisation, il y a ce socle dont je parlais, il y a le marquage CE, donc ça, c'est harmonisé et c'est une bonne chose. Vous avez la question de sécurité et interopérabilité. Vous avez tous les pays qui sont en train d'organiser un socle de nouvelles certifications en termes de sécurité et d'interopérabilité. Et là, effectivement, il y a aussi un travail d'harmonisation à faire pour que dans les développements pour les entreprises, d'être certifié interopérable et sécurisé dans un pays A, c'est à minima un développement équivalent d'un pays B, parce que sinon, on se retrouve dans des blocages d'accès au marché, avant même de parler de financement, sur vraiment ce socle de sécurité qui est exigible pour les dispositifs médicaux numériques. Donc, de toute façon, on ne pourra pas faire sans. On ne pourra pas faire sans, c'est le sens de l'avenir. Par contre, pour une entreprise qui développe un DM numérique, si ces exigences sont très différentes d'un pays à un autre, ça va rendre beaucoup plus complexe le développement de ces DM numériques. Merci. Donc, j'entends socle commun sur la classification réglementaire, Medical Device Regulation, ça on est à peu près calé maintenant. Il n'y a pas encore un socle commun sur la sécurité et l'interopérabilité. Il y a un socle à peu près commun par extrapolation du clinique, voilà, parce que les pratiques cliniques sont à peu près adaptées. Il n'y a pas de socle commun sur l'organisationnel. Et donc, ça fait quand même, il y a quand même pas mal de travail encore. Et le saucisson. Et le saucisson. Bah oui, parce que c'est hyper important le saucisson, parce que en fait, ça, plus j'ai 3 dossiers, si je suis une télésurveillance qui a un impact clinique et qui fait un certain nombre de choses à côté. Donc, ce qui est important, ce que je retiens de cette discussion, c'est que finalement, la co-construction va être clé. L'idée de pouvoir parler avec les autorités pour présenter son plan avant paraît être la méthode, un peu le passage obligé, à condition bien sûr qu'il y ait les ressources, ce que disait la bande passante, parce que j'imagine que la HAS est très demandé, la CNEDIV c'est très demandé. Il doit y avoir beaucoup de rendez-vous là-dessus et il faut effectivement avoir l'interopérabilité, c'est la NS et je crois que ça se passe pareil en ce moment. Ouais, donc ça fait des guichets pour les fabricants, ça fait pas mal de guichets effectivement pour avoir cette consultation préalable. Donc ça fait effectivement, voilà, il y a encore des perspectives, mais l'idée aussi c'est de montrer que c'est sur la bonne voie et que ça se met en route. J'avais un dernier critère dont on a parlé pendant la préparation qui était la critère de valorisation des DTX sur les datas qu'elles peuvent apporter. Alors, j'en ai parlé un peu ce matin avec quelques personnes. Par rapport aux médicaments, les thérapies numériques génèrent de la data à très grande vitesse et en très grande quantité. On en a parlé à toutes les tables rondes et donc forcément, ces thérapies numériques génèrent de la donnée comme jamais on en aura dans d'autres types de traitements. Ces données, elles ont une valeur à condition qu'elles soient partageables, utilisables par le système de santé, avec consentement du patient, ce qui n'est pas encore une question à poser. Mais cette valorisation d'avoir un système de santé plus data-driven peut être aussi quelque chose de valorisé. C'est une piste ou pas qu'on peut intégrer? Il faut dire qu'aujourd'hui, les équipes de chercheurs dont j'en fais partie n'attendent que ça. On travaille sur les méthodes, on travaille sur les modèles, on travaille sur plein de possibilités. Le PEPR Santé Numérique qui a été lancé début du mois de juin à Paris Santé Campus, c'est ça.
C'est aider à développer les modèles pour pouvoir travailler sur ces données-là. Et à partir de là, je pense que c'est quelque chose qui va changer la santé en France, changer la façon dont on fait de la santé publique, hein, et ça va créer quelque part, j'appelle ça les registres du futur. Jusqu'à présent, les registres, on connaissait bien, on envoyait des questionnaires aux patients, tous les quelques mois, ils nous le renvoyaient ou pas. On sait très bien que ce n'était pas aussi facile d'entretenir dans le temps. Et on mettait beaucoup d'argent pour les entretenir, pour qu'ils tiennent, pour qu'on puisse faire derrière des études en santé publique. Là, on va se retrouver avec des outils, avec des données répétées, mais multidimensionnelles. Il va falloir travailler avec des modèles adéquats, et il va falloir réfléchir comment les exploiter correctement. Et il va falloir aussi, quelque part, que l'ensemble des acteurs s'organisent. Parce que pour pouvoir donner accès aux chercheurs et travailler ensemble, il faut qu'il y ait les bonnes plateformes, il faut qu'il y ait l'interopérabilité, il faut qu'il y ait tout ça. Donc je sais que dans l'industrie du médicament, ils ont mis une plateforme en place pour les chercheurs qui déposent des projets pour pouvoir avoir accès aux données d'essais cliniques. On pourrait imaginer aussi que là, le secteur s'organise et travaille aussi ensemble, parce que si on arrive à faire des bons modèles, ça veut dire que derrière, ça donnera des nouvelles questions et des nouvelles possibilités pour des nouveaux produits aussi. Donc, quelque part, on a tous à y gagner, et je pense que c'est quelque chose maintenant que le secteur doit s'organiser et travailler à réfléchir à cette façon-là de futur de travailler. Merci. Il nous reste quelques minutes. On a probablement des questions de la salle qui ne tient plus pour poser ces questions. Si Mathilde veut bien proposer le micro. Peut-être juste un petit complément, Franck. Attends, juste un petit complément par rapport à ce qu'on s'est dit. Comme ça, je vais m'auto-poser une question, mais je voudrais juste... Comme je suis censé représenter plus ou moins les industriels, même si j'ai du mal avec le nom industriel, mais voilà. Juste qu'on se le dise une bonne fois, hein, les critères sont en cours de définition, ça va prendre entre quelques mois et quelques années. Une étude clinique sur un dispositif médical qui fait du suivi de long terme, ça prend entre 12 et 24 mois si vraiment le suivi est court, sinon c'est plutôt 36. Ce dont on parle, c'est du futur du DTX à horizon 5 ans. La question, c'est comment on fait maintenant. Et donc, je voudrais que juste on n'oublie pas que c'est super tous ces critères qui sont en cours de définition, que tout le monde travaille, c'est vachement bien. Mais en fait, là, on est en train de discuter des DTX qui sont là en cours. Et donc, je ne demande rien d'autre qu'on considère quelque chose qui soit plus provisoire et peut-être pas clapécant, parce qu'en réalité, on a besoin de tous apprendre ensemble. On a besoin de collaborer ensemble. Autorité industrielle, on a besoin de faire les choses ensemble. Mais si on attend que les critères et les décrets sortent, tu as fait gentiment et avec beaucoup de... comment dire, de respect pour l'annonce de l'année dernière, le fameux décret du DTX qui devait sortir le 1er juillet, annoncé qui est sorti en mars. D'accord ? C'est juste 8 mois en plus. Si on additionne tous ces trucs-là, nous, on a le temps, entre guillemets, de déposer le bilan. Et donc, ce que je voudrais simplement qu'on se dise et qu'on s'entende, c'est que l'évaluation, elle est au cœur de ce système qui est le modèle économique dans lequel on est. Donc, voilà, on se le dit. C'est super, je suis ravi qu'on va collaborer sur tous les nouveaux critères et de faire un certain nombre de choses. Mais le sujet des moyens, le sujet du temps et le sujet de la période transitoire est critique pour une industrie qui est naissante et qui peut apporter énormément de bien à notre système de santé. Pour commencer, si je peux me permettre, en fait, du coup, j'ajouterais juste une chose. Ce que vous dites est absolument parfait. Moi, je donnerais une consigne simple. C'est quand je propose un DTX, qu'est-ce que j'en attends, quel impact j'en attends, et à partir de là, qu'est-ce que je peux construire pour apporter assez rapidement la preuve, sans me dire le standard, c'est le RCT, c'est la démonstration de l'impact clinique, c'est mon effet, il est avant tout organisationnel, qu'est-ce que je peux apporter rapidement pour montrer cet impact organisationnel. Et si l'impact est clinique, qu'est-ce que je peux rapidement mettre en place comme étude? Et la protocolisation dès le début, c'est quand même un atout pour avoir des données rapidement exploitables, notamment par la CNIMS. C'est juste un petit conseil qui a l'air de rien, mais qui changerait pas mal de dossiers de ceux qu'on a la chance de voir. Parce qu'il y en a plein qu'on n'a pas encore vus. Juste un petit point, mais un peu plus philosophique. Aujourd'hui, on n'arrive pas à dissocier l'évaluation du financement, parce que c'est notre système. Il y a une barrière à l'entrée et
sans cette évaluation, il n'y a pas de prise en charge. C'est notre système actuel. On a des systèmes un peu plus ouverts. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, aujourd'hui, je fais un dispositif vendu dans le cadre du DGHS. Mon client, c'est le directeur de l'hôpital et c'est l'ensemble des équipes soignantes à l'hôpital. Il n'y a pas que le remboursement en ville pour vivre avec des DTX. Aujourd'hui, mon évaluation numéro 1, elle va chez le directeur de l'hôpital, à qui j'explique qu'il va économiser des salles de réveil. Il va pouvoir faire plus d'opérations avec le même nombre de blocs. Et donc, c'est pas que ça. Je suis complètement en ligne avec ça. C'est-à-dire qu'au niveau local, l'évaluation, elle est faite par les acheteurs. Mais quand ça fonctionne que en circuit fermé, quand vous avez un acheteur hospitalier qui voit un intérêt direct sur sa structure. Quand l'intérêt il sort de la structure, il n'y a plus de financement. Donc mon point, c'est qu'en fait, on lie forcément évaluation et financement, sauf effectivement là, l'exemple que tu donnes, c'est quand, et ce sont des apporteurs de solutions qui fonctionnent, quand au sein d'une structure, c'est en circuit fermé, j'apporte un impact organisationnel ou budgétaire sur la structure hospitalière. Et donc, vous faites des business cases, comme en Angleterre, sur l'intérêt. Mais quand ça sort de ça, en réalité, on est obligé de passer par de l'évaluation nationale et un financement propre. Et donc, on a du mal, effectivement, à sortir de cet accès, cette diffusion, en dehors de ces évaluations. Je ne sais pas, Corinne, si je peux m'avancer, mais il y a le groupe de travail qui travaille sur tout ce qui est méthodologie à usage professionnel. Même si ce n'est pas l'HAS qui va l'évaluer, c'est pour donner quelque part des outils aux professionnels comme les hôpitaux qui devront acheter des dispositifs numériques et qui ne sont pas sous l'évaluation, que ce soit de la CNEDIMS, etc. Je pense, Corinne, si tu veux dire quelques mots de plus là-dessus. En fait, tu ne t'avances pas trop parce que tout est public, donc tu ne révèles aucun secret. Et effectivement, il y a tout ce qui n'est pas évalué par la HAS. Si on voulait tout évaluer au niveau national, le périmètre serait énorme. Donc là, la question est assez ouverte. On travaille sur les méthodes, même si on a produit une première production qui vise à éclairer ceux qui vont faire des choix localement, que ce soit des praticiens libéraux ou les établissements, avec le guide d'aide au choix qui a été publié en fin d'année dernière. Là, le reste des travaux est sur la table pour savoir si on doit mettre en place une évaluation complémentaire ou si, au contraire, on doit changer de paradigme et apporter des clés pour que d'autres puissent conduire des évaluations au niveau local plus facilement. Tout ça est encore très ouvert et on travaille avec l'écosystème pour faire des propositions très constructives et probablement, comme vous le disiez, monsieur Le Poultre, en changeant de paradigme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système, ce qui est à construire, probablement pas un système qui doit tout bloquer, mais au contraire qui doit accompagner les choix et plutôt vertueux. C'est important, un protocole bien monté avec les bons critères est super important. Ne pas partir, parce qu'on a une tendance des fois à aller au moins cher ou au moins de patients, etc. Mais quand le protocole est bien fait, et vous l'avez bien construit avec les médecins, les patients, les professionnels de santé, derrière, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour exploiter cette étude. Merci. On avait une question ici. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. Julien Donat, Roche France. Moi, j'ai une question qui est simple. Je ne sais pas si la réponse l'est également. Est-ce que vous pensez que les DTX en général et le DTX en particulier, le numérique en santé en général, va permettre de faire des économies de santé au global? Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal. On parle beaucoup de l'impact organisationnel, donc ça veut dire des coûts en moins, mais il y a aussi des coûts en plus. On a parlé, on va peut-être pouvoir toucher plus de patients avec le numérique. Toutes ces technologies-là ont un coût. Quelle est votre conviction à vous? Est-ce qu'on va faire des économies dans le futur grâce à cela ou pas? Vous êtes chez Roche, c'est ça que vous avez dit? C'est ça. Donc je viens de votre monde avant du médicament. Donc l'impact organisationnel, c'est le truc qu'on prévoit de mettre dans un dossier et qu'à la fin on réalise jamais parce que l'hôpital il recycle l'ensemble des économies qu'on a présentées dans l'étude d'impact qu'on a présentée. Le sujet de l'impact organisationnel, vous avez raison, il est extrêmement pointu. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on est sur un hôpital sous pression avec 25% des lits qui sont fermés. Et donc, la question est de savoir si l'autorité est capable d'évaluer le gain de réouverture de lits lié à moins de pression sur le système et pas effectivement des économies de lits, des économies de mètres carrés, etc. C'est un vrai sujet de fond et pour le coup, c'est une vraie philosophie. Moi, je ne sais pas répondre. En tout cas, dans les faits, les DTX permettent de détendre le système là où ils ne feront pas faire d'économies.
Juste pour compléter, effectivement, on ne peut pas avoir de boule de cristal. La réalité, je ne sais pas si ça va faire des économies au global, l'histoire nous le dira. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système à bout de souffle avec des professionnels de santé qui manquent. Et un flux de tension quand on voit la télésurveillance et l'accompagnement sur des suivis de prothèses, par exemple, où en fait la file active de patients est tellement énorme par rapport au nombre de professionnels de santé qui doivent suivre ces patients. Donc, en tout cas, ça va répondre en partie à cette problématique qui est qu'on a un nombre de professionnels de santé, de spécialistes qui décroît, une population qui explose sur des pathologies chroniques, une espérance de vie qui augmente. Et donc je ne sais pas si ça va faire des économies, mais de toute façon, le système ne pourra pas faire sans ces nouvelles solutions pour accompagner et dégager du temps médical. Et dégager du temps médical avec des réorganisations de parcours patients. Alors après, dans certains cas, ça fera peut-être des économies, mais je pense que la vraie problématique, elle est là. On a quand même, je prends l'exemple de l'oncologie, que vous connaissez bien chez Roche. Premièrement, on sait que la télésurveillance médicale, quel que soit l'organe, quelle que soit la chimio, permet de gagner, je crois, 5 à 6 mois de survie, juste par management du patient, des patient report outcomes et de la toxicité des chimiothérapies. Deuxième chose, on sait qu'il y a une étude qui a été faite aussi publiée en 2021 par Carole Lycée de Bégin. Dans la verticale du poumon, ils ont fait une mesure d'impact de la télésurveillance médicale sur un pool de patients. Et en fait, ils ont découvert qu'il y avait des patients qui consommaient plus de temps, d'autres moyennement du temps et certains pas du tout. Ils appelaient d'ailleurs les concerns. Et pour un médecin qui accordait le même temps par patient, par suivi, on va dire mécanique, rendez-vous, fréquences, etc., qui sont de la programmation ou de la navigation de soins, comme l'a dit Étienne Grasse, on s'aperçoit qu'en fait, on peut dégager du temps de médecine en se concentrant peut-être sur les patients qui le nécessitent le plus et en libérant du temps sur ceux qui nécessitent le moins, grâce à des outils de suivi et d'alerte. Donc probablement, on voit des tendances à ça. C'est marrant, c'est Lanco qui a quand même démontré pas mal de choses dans le cadre de la télésurveillance médicale. Et on verra si ça persiste. On arrive au bout de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci Corinne d'avoir pu vous connecter et avec qualité de connexion. Donc on aura plaisir de vous avoir en vrai, j'espère, la prochaine fois. Et, oui, encore désolé de cet aléa, mais ravi d'être avec vous quand même. Merci, bonne journée. Et puis maintenant, place à la pause avant la dernière ligne droite de la journée. Merci beaucoup à vous, Antoine.